Excellent. Et le micro est fonctionnel. Parfait. Nous disions donc que nous allons aujourd'hui aborder la thématique de l'osmorégulation cérébrale, que nous allons décliner en parlant d'abord de l'équilibre osmotique, puis plus particulièrement appliqué au cerveau. On parlera des relations de la natrémie et du cerveau. On aura quand même quelques diapos sur l'osmothérapie et on finira, juste pour que vous ayez réentendu cela, en parlant d'épuration extra-rénale et d'équilibre osmotique cérébral. Alors, vous savez que la loi de Starling régit les mouvements d'eau au travers d'une membrane semi-perméable, comme nos vaisseaux sont. Nos vaisseaux sont des membranes semi-perméables, schématisées avec ce pointillé ici. Et vous connaissez, bon ça vous l'avez vu 1000 fois, mais le revoir une 1001e fois ne fait pas de mal. Vous avez comme déterminants principaux des mouvements d'eau les gradients de pression hydrostatique entre le capillaire et l'interstitium et le gradient de pression colloïdo-osmotique. Ça n'est pas que le gradient de pression colloïde, pas que le gradient osmotique, le gradient de pression colloïdo-osmotique entre le vaisseau et l'interstitium. Et vous avez un facteur ici, un coefficient de filtration capillaire, qui caractérise le vaisseau en question. Et vous imaginez bien que lorsqu'on parle du cerveau, eh bien, ce coefficient de filtration capillaire ne sera pas le même que si on parle des vaisseaux périphériques. Avant de parler de la suite, il faut que vous ayez entendu parler du glycocalyx. Est-ce que c'est une entité que vous avez déjà abordée, le glycocalyx? Ouais. Si vous deviez m'expliquer ce que c'est. Du sucre, ouais. Ouais, Sur la surface interne du vaisseau. ouais. Ça tapisse le vaisseau Mm. et ça retient des protéines et des trucs à l'intérieur. Alors ouais, donc au sein de notre vaisseau et bordant l'endothélium capillaire, on a effectivement un réseau de sucres, des chaînes de sucre, glycosaminoglycanes entre autres, qui vont faire une nouvelle barrière et qui, lorsqu'on s'intéresse à l'équilibre osmotique, vont générer également un gradient dans la mesure où, à l'intérieur de cette barrière, juste derrière ici, le gradient osmotique ne sera pas le même puisque vous allez avoir tous les éléments figurés du sang et les électrolytes, les protéines qui seront à l'intérieur de la lumière du vaisseau, avec un gradient qui va se créer à cet endroit-là. Et quand le vaisseau est agressé, soit physiquement, soit avec eh bien, des damage associated molecular patterns, où on sait que le sérum salé isotonique, notamment les charges chlorées importantes, peuvent altérer votre glycocalyx, eh bien, cette membrane va potentiellement se dégrader. Alors, l'osmolarité plasmatique, vous savez qu'on peut la calculer, on peut la mesurer, mais on peut aussi la calculer. Euh, pour la calculer, il y a plein de formules différentes, mais une formule assez communément acceptée est celle d'additionner les deux principaux cations plasmatiques, le sodium, le potassium, qu'on multiplie par 2. Pourquoi? Exactement, parce que si on a des cations, on a des anions. Quand on parlait de Stewart, c'est pour maintenir notre électroneutralité, et auquel on va ajouter l'urée et le glucose. Et tout ça pour aboutir à une osmolarité plasmatique de l'ordre de 280-290 milliosmoles par litre. La tonicité, vous voyez qu'il y a une différence, c'est que nous ne prenons pas en compte l'urée. C'est lorsqu'on s'intéresse aux substances dites osmotiquement actives. Pourquoi ne prend-on pas en compte l'urée? Elle passe librement au travers de l'endothélium. Ça, c'est vrai lors de mouvements lents de variation d'urée. Et lorsqu'on abordera épuration extra-rénale et osmolarité, eh bien, pour le coup, l'urée aura un rôle à ce moment-là important. OK.
Alors, si on s'intéresse plus particulièrement au cerveau, vous connaissez déjà cette représentation schématique des différents volumes cérébraux, le volume de LCR, le volume de sang, et puis notre parenchyme qui représente une large majorité du volume cérébral, réparti en grande majorité avec les cellules et avec le volume extracellulaire. Et donc, tout élément qui va prendre plus de place parmi ces différents composants-là va être au détriment du reste. Euh, on va faire un focus maintenant sur les unités neurovasculaires. Les unités neurovasculaires, c'est le lien étroit entre notre sang et l'interstitium. Donc vous avez le sang au niveau d'un capillaire cérébral avec la cellule endothéliale, dont les jonctions entre les cellules endothéliales, vous le savez, au niveau du cerveau, sont des jonctions serrées. Et une des grandes différences d'un vaisseau cérébral et d'un vaisseau périphérique, c'est notamment cette imperméabilité aux électrolytes, hein. Puisque dans des tissus périphériques, lorsque vous allez administrer des cristalloïdes, le sodium, le chlorure, vont assez facilement passer au travers de l'endothélium capillaire. C'est le principe du cristalloïde qui a un pouvoir expansif qui est de l'ordre de 20%. Vous avez 80% du volume que vous administrez à votre patient qui va sortir parce que vous avez du sel et du coup de l'eau qui va sortir de votre vaisseau parce qu'il peut sortir du vaisseau. Le sel, le chlorure peut sortir. Au niveau du cerveau, c'est du cerveau sain. Ça n'est pas le cas du fait de ces jonctions serrées. Vous avez également une lame basale et puis les pieds podocytaires des cellules gliales, de vos astrocytes qui vont être avec également des jonctions serrées et entourer votre cellule endothéliale. Et donc, tous ces éléments-là, plus le glycocalyx, bien sûr, vont faire en sorte qu'au niveau des capillaires cérébraux, on a une imperméabilité aux protéines, certes, aux électrolytes. L'eau, par contre, va pouvoir circuler librement. Ce qui fait que la différence fondamentale entre un vaisseau cérébral et un vaisseau périphérique, c'est que toute variation d'osmolarité va entraîner des mouvements d'eau importants. Puisque quand vous allez avoir une variation d'osmolarité plasmatique, les électrolytes ne vont pas pouvoir diffuser librement et donc le gradient osmotique va durer. Ce qui veut dire que quand vous allez avoir une variation d'osmolarité dans le sang, il y aura des mouvements d'eau qui vont aller dans le sens du moins concentré vers le plus concentré. OK. Alors, on va donc appliquer notre équation de Starling qu'on avait vue tout à l'heure, qui est celle-ci, au niveau de notre cerveau, et en particulier du cerveau agressé. Oui, dis-moi. Petite question, est-ce qu'il y a autant d'épaisseur dans la membrane là, qui est constituée par la cellule endothéliale, péricyte, astrocyte, machin? Comment il peut y avoir un gradient, enfin une diffusion qui se fait? Comment L'eau? parce que la Ah, membrane, elle est épaisse. alors, bon, épaisse, on parle de quelques micromètres, hein, malgré tout. C'est juste que les électrolytes, eux, vont avoir besoin de transporteurs pour pouvoir passer librement du fait de ces jonctions qui sont serrées. L'eau, pour le coup, elle va diffuser par gradient de concentration. Elle va passer au travers de la membrane. H2O, ça passe. Ok. Notre coefficient de filtration, lorsqu'on l'applique au cerveau, on a plusieurs choses. D'abord, le coefficient de filtration capillaire, lorsque le cerveau est sain, eh bien, le coefficient de filtration, il va être très faible. À l'inverse, lorsque la barrière hémato-encéphalique est lésée, eh bien, on va un peu retrouver des vaisseaux qui vont se comporter plus comme des vaisseaux périphériques, avec des électrolytes qui vont à nouveau pouvoir passer, des protéines qui vont à nouveau pouvoir passer, et j'entends par là également, quand on fait une osmothérapie, qui va également pouvoir passer. Après, il y a le gradient de pression hydrostatique. Vous avez, lorsque vous allez augmenter votre pression de perfusion cérébrale, vous allez avoir une modification sur ce gradient de pression hydrostatique. Et puis enfin, on a le gradient de pression colloïdo-osmotique. Alors, on parlera de la pression oncotique juste un peu après et de la puissance quelque part des variations oncotiques versus des variations osmolaires. Euh, en un mot comme en mille,
l'équilibre osmotique, il suit la loi de Van 't Hoff qui fait que quand vous avez une variation de concentration, vous avez une variation de pression osmotique. Donc, c'est les variations des concentrations des différents électrolytes, sodium, chlorure, bon, potassium dans une moindre mesure, qui vont entraîner les variations de pression osmotique. Alors, elle est un peu chargée, cette diapo, mais elle est importante parce que elle apporte plein d'éléments intéressants. Elle vous parle du coefficient de réflexion osmotique. Ce coefficient de réflexion osmotique, il caractérise euh, une membrane semi-perméable. Lorsqu'il est proche de 1, les osmoles ne vont pas diffuser. Seule l'eau pourra passer. Lorsqu'il est proche de 0, tout va pouvoir diffuser librement. Okay. Donc au niveau périphérique, le coefficient de réflexion osmotique des protéines, il est proche de 1, donc les protéines ne vont pas diffuser facilement. Les électrolytes, sodium, chlorure, hein, je reprends les deux principaux cations et anions plasmatiques, eux vont diffuser librement avec un coefficient de réflexion osmotique qui est proche de 0. Ce qui veut dire qu'au niveau périphérique, le gradient de pression colloïdo-osmotique il dépend majoritairement de la pression oncotique, donc des protéines, et peu des différences de concentration qu'on aurait entre le sodium intraplasmatique et le sodium au niveau interstitiel. OK? Lorsqu'on s'intéresse au cerveau, tant les protéines que les électrolytes, on va avoir un coefficient de réflexion osmotique qui est proche de 1. Les deux, donc tous nos électrolytes et nos protéines, vont avoir un rôle important sur ce gradient de pression colloïdo-osmotique. Maintenant, en termes de puissance, la pression qui est générée par les concentrations en électrolytes, elle est beaucoup plus importante que celle qui est générée par les protéines. Et je vous le présente ici, une variation de protidémie de 5 grammes par litre entraîne une variation de pression osmotique de 10 millimètres de mercure, alors que pour les variations de sodium, je vous ai mis des variations qui sont de l'ordre de ce qu'on observe régulièrement. Avoir 5 grammes par litre, on le voit très régulièrement quand on remplit un malade, qu'on le dilue. Une variation de sodium qui monte de 10 milliéquivalents, en fait, on le voit aussi assez vite. Vous voyez, c'est 20 fois plus puissant. OK. Alors ça, c'est des travaux de Carole Hichet sur des souris ou des rats à qui elle administrait en intrapéritonéal du sérum salé hypertonique pour faire monter l'osmolarité plasmatique de souris. Et ensuite, il regardait le contenu en eau du cerveau. Lorsque donc il faut monter quand même à 171-180 l'anatrémie de ces souris, hein. Ça, c'est à T0. À 1 heure, ça, c'est l'eau cérébrale par 100 grammes de tissu. Vous avez une partie de l'eau du cerveau qui a été pissée, ou du moins qui est dans le vaisseau et qui n'est plus dans le cerveau. Donc là, on a le rôle de notre hypernatrémie au niveau plasmatique qui va jouer son rôle et attirer de la flotte pour faire perdre de l'eau au niveau des cellules cérébrales. Vous laissez un peu de temps, ça fait un peu plus d'effet. Puis si on laisse les jours passer et que la souris survit, eh bien, au bout d'un certain temps, le volume d'eau du cerveau va retrouver sensiblement le volume qu'il avait, alors même que l'osmolarité reste élevée. Ça témoigne que l'organisme des souris et humains met en place des mécanismes adaptatifs pour modifier la quantité d'eau qu'il y aura au niveau du cerveau lorsqu'on a une variation, on va dire, subaiguë ou chronique d'osmolarité. Autrement dit, le cerveau ne se comporte pas comme un osmomètre idéal, c'est-à-dire quand vous montez l'anatrémie d'une certaine mesure, il ne va pas perdre de l'eau dans la proportion qui serait attendue à celle de la variation de l'anatrémie. Et comment est-ce que ça marche? Vous avez ici, alors ça, on le voit pas trop mal là, un équilibre entre l'osmolarité intracellulaire et extracellulaire, hein. Vous avez compris que ça c'était un neurone, que ça c'était les osmoles à l'intérieur et ça c'était les osmoles dans le tissu périphérique. Lorsqu'on baisse l'osmolarité
du tissu interstitiel. On a donc un gradient de pression osmolaire qui se crée entre l'intérieur et l'extérieur, ou alors on peut dire que ça c'est le vaisseau et que ça c'est l'interstitium, on peut réfléchir de la même façon. Ce gradient de pression va faire rentrer de l'eau à l'intérieur des cellules qui va prendre plus de place. Ok, c'est le principe de l'œdème cellulaire, notamment cérébral. Au final, on atteint un équilibre d'osmole entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, jusque-là, tout va bien. Eh bien, au niveau du cerveau, les mécanismes adaptatifs qui vont se mettre en place lorsqu'on a une variation de gradient osmotique sont que la quantité d'eau qui va rentrer dans le cerveau n'est pas dans la même proportion que celle qui sera attendue du fait des variations de gradient, puisque le cerveau va s'adapter en mettant en jeu des canaux ioniques pour rétablir un gradient de pression osmotique qui soit le plus faible possible. Et donc, dans un premier temps, on va mettre en jeu des canyoniques qui vont faire sortir du sodium, du chlorure. Le but étant d'avoir un volume de nos neurones, notamment, qui varie le moins possible lorsqu'on a des variations d'osmolarité plasmatique. Et donc, dans un premier temps, ce sont des électrolytes qui vont être sortis de la cellule. Alors, bon, il y en a d'autres qui peuvent passer passivement. L'urée, on en parlait tout à l'heure quand on faisait la différence entre pression osmotique et tonicité. L'urée va passer librement. Vous avez les alcools les alcools toxiques qui vont pouvoir passer librement. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de transporteurs. C'est le cas du glucose, c'est le cas de certains sucres et du sodium. Et donc, en variation aiguë, ça c'est un New England qui date d'il y a 20 ans maintenant. 30 ans? Oh, 30 ans? Waouh! Mais bon, la physiologie reste la même, c'est ça qui est beau avec la physio. Vous allez donc avoir dans un premier temps vos électrolytes qui vont sortir ou rentrer de la cellule pour aboutir à un volume cérébral qui reste le plus stable possible. Et puis quand les gradients de pression perdurent dans le temps, là, cette fois-ci, la cellule, elle va se mettre à produire des osmolites. Alors, ces osmolites, c'est quoi? Ben, c'est des chaînes de sucre, c'est des acides aminés. Et comment est-ce que ça marche? Eh bien, vous avez des senseurs du volume cérébral qui mettent en jeu notamment le cytosquelette. Donc, quand vous avez le cytosquelette de votre neurone qui va être étiré, la cellule sait qu'il va falloir qu'elle exprime à sa surface des canaux ioniques pour faire rentrer ou sortir des électrolytes. Et puis, elle va, dans le même temps, euh, faire par des via de signalisation intracellulaire, eh bien, produire les fameuses chaînes de sucre ou les acides aminés, le but étant d'avoir une pression osmotique qui soit la plus proche possible de celle de son milieu extérieur pour aboutir à des variations de volume qui soient les plus faibles possibles. On parle beaucoup jusqu'alors des variations d'osmole, mais il y a aussi des échanges d'eau qui se font par le biais d'aquaporines. Il y en a trois qui sont exprimés au niveau du cerveau, ne serait-ce que pour pouvoir fabriquer du liquide céphalorachidien. Il faut avoir des aquaporines, notamment au niveau des plexus choroïdes. Puis vous avez les astrocytes qui ont des aquaporines et puis dans d'autres endroits. Donc en physiologie, les mouvements d'eau, ils sont définis par les variations osmotiques. Est-ce que ça, c'est bon? Ouais. Et en pathologie, eh bien, on a commencé à en parler un peu tout à l'heure quand on parlait d'altération des unités neurovasculaires, de la barrière hémato-encéphalique. En pathologie, on va avoir notre vaisseau qui est abîmé. Du coup, les propriétés des cellules endothéliales, du glycocalyx, des pieds astrocytaires qui vont être altérés. Et le coefficient de réflexion osmotique pour les électrolytes qui était proche de 1 se rapproche maintenant de 0. Et donc, les électrolytes vont pouvoir, de la même façon que les tissus périphériques, diffuser beaucoup plus librement. Et donc, cette fois-ci, les mouvements d'eau, ils seront non seulement liés aux variations d'osmole, mais également aux variations de pression hydrostatique, hein, et puis la pression,
En fait, ce sera moins sensible aux variations d'osmol et plus sensible aux variations de pression hydrostatique. Si on parle de natrémie et du cerveau, il y avait un PU à Louis Mourier qui disait que la qualité du soin qu'on portait à nos malades pouvait se voir sur la natrémie de nos patients. Et c'est probablement assez vrai. Ce qui est sûr, c'est que des variations de natrémie sont associées à de la mortalité, en particulier lorsqu'on a de l'hypernatrémie, mais même de faibles variations de natrémie, mild hyponatremia, de faibles variations de natrémie sont associées à plus de... alors ça c'est un hazard ratio, pourquoi? Je ne sais pas si c'est de la mortalité, relationship between hospital admission serum, si, c'est la mortalité. Donc, même de faibles variations de natrémie sont associées à plus de mortalité. C'est une cohorte française de patients de réanimation. Alors, vous voyez que l'hypernatrémie est plus associée à de la mortalité, souvent pas tant parce qu'il y a de l'hypernatrémie, mais parce qu'un patient qui a une hypernatrémie a souvent bien, de la déshydratation, de l'insuffisance rénale qui est associée. Mais vous voyez que même de faibles variations d'hyponatrémie sont associées à de la mortalité. Je ne parle pas de relation causale, mais d'association. Il est donc important d'avoir une attention particulière à l'anatrémie de nos patients, qui est fréquemment abaissée. La première cause d'hyponatrémie chez nos patients, c'est le SIADH, et en particulier en neuroréanimation, lorsqu'on a le cerveau qui est agressé, du fait de la douleur, du fait des médicaments qu'on administre, du fait de la pathologie qu'il amène chez nous, pour ne pas parler de l'hémorragie ménagée par exemple. On a 50% de nos patients qui vont présenter une hyponatrémie dont la première cause sera le SIADH. Alors, vous savez que la vitesse de correction de l'anatrémie doit dépendre de la vitesse de son installation, mais ces derniers temps, on a plutôt tendance à parler d'hyponatrémie symptomatique ou pas symptomatique. Et donc, plus que est-ce que ça s'est installé vite ou non, c'est est-ce que le patient est symptomatique de cette hyponatrémie? C'est quoi les symptômes de l'hyponatrémie? Ouais, ouais, ouais. Oui, OK. Donc un patient qui a des symptômes d'une hyponatrémie, il faudra la corriger activement. Ça ne veut pas dire la normaliser, mais dans un premier temps, faire monter cette concentration en sodium. Vous voyez qu'on essaye d'avoir une variation de l'ordre de 10 millimolaires sur les premières 24 heures. Alors, le SIADH, rappelez-moi sa définition. Donc, c'est une hyponatrémie. Ouais. Et voilà, une hyponatrémie vraie, hypoosmolaire, à osmolarité urinaire inadaptée et à volume extracellulaire normal. OK. Il faut éliminer l'insuffisance thyroïdienne et corticotropes. Oui, oui, mais dans l'insuffisance corticotrope, on s'attend à avoir une volémie qui est diminuée puisque souvent c'est associé à de la déshydratation, il perd de l'eau, il perd du sel. Bon, vous connaissez le traitement, c'est avant tout la restriction hydrique et je porte à votre connaissance le fait qu'il y a plein d'apports en eau qui sont cachés quand vous prescrivez du paracétamol en IV, c'est 4 poches de 100 millilitres de G5. Si vous avez un patient qui est sous linésolide, chaque poche de linésolide, c'est 300 millilitres, c'est 2 poches par jour. Donc un patient qui est sous paracétamol linésolide, il a 1 litre de flotte qui lui est administrée alors même que vous prescrivez une restriction hydrique hyper stricte par ailleurs. Donc attention à tous les apports cachés en eau. Lorsqu'on ne s'en sort pas avec la restriction hydrique, on peut administrer de l'urée, souvent par la sonde gastrique parce que c'est dégueulasse. Et il existe certains antagonistes, notamment le tolvaptan de la vasopressine qui joue sur nos aquaporines. Le problème de ces vaptans sont souvent une correction trop rapide des troubles, ce qui fait qu'à ma connaissance, il y a peu de personnes qui utilisent les vaptans.
Le risque lorsqu'on corrige trop rapidement une hyponatrémie, vous le connaissez, c'est celui de la myélynolyse centropontine. Alors on dit centropontine, mais elle n'est pas forcément que centropontine. En deux mots, parce qu'on ne va pas passer trop de temps là-dessus, s'il y a des zones du cerveau qui sont plus sensibles à des variations d'osmolarité, c'est le cas notamment de la protubérance. Euh, c'est lié à une variation donc aiguë d'osmolarité avec souvent un intervalle libre, ce qui est piégeux, c'est-à-dire que vous allez corriger l'anatrémie de votre patient trop vite, hein, vous allez dépasser les objectifs de 10 milliéquivalents sur 24 heures ou 18 sur 48 heures. Et puis en fait, c'est au bout d'une semaine et plus que le patient va développer. Initialement, ça peut être un petit syndrome confusionnel, ça peut être un syndrome pseudobulvaire. Et puis dans les cas les plus graves, c'est du coma, voire des locked-in sur ces myélinolyses. Vous avez ici une image IRM, vous voyez un bel hypersignal de la protubérance. Les facteurs de risque sont l'éthylisme chronique et la dénutrition. Et je vous présente ici les résultats d'une étude française qui regardait l'outcome de ces patients. Bon, il y en a 30% qui décèdent, donc ben, c'est quand même grave. Mais sur ceux qui survivent, il y en a plus de la moitié qui vont sortir avec un ranking inférieur ou égal à 1, autrement dit, qui auront très peu de séquelles neurologiques. Donc ça vaut la peine de les soigner. C'était la petite parenthèse sur le SIADH et la myélynolyse anthropontine. Et je voudrais maintenant aborder avec vous le Cerebral Salt Wasting Syndrome. Est-ce que cette entité existe vraiment? Et vu l'intitulé de mon titre, je pense que vous percevez le fait que je le mette en cause. Bon, d'abord, ça a été décrit. On peut mesurer l'anatrémie que assez tardivement. Je pense qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, genre le saturomètre qui pour nous est quelque chose d'une évidence absolue aujourd'hui, n'a été développé, je crois que dans les années 70, 79. Bon, bah, le fait de pouvoir mesurer le sodium, c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on est véritablement capable de le faire, je veux dire, en pratique courante. Euh, Ce qui était décrit dans ce Lancet de 54, c'était des patients avec une agression cérébrale qui avaient une hyponatrémie vraie, hypoosmolaire, à osmolarité urinaire inadaptée. Donc vous voyez jusqu'alors qu'il n'y a pas de différence avec le SIADH. Mais la différence était avec la volémie, qui dans le cerebral salt wasting était diminuée. Chez nos patients agressés du cerveau, on a plein de circonstances qui peuvent faire qu'on va pisser de l'eau et du sel. La première chose, c'est qu'un cerveau agressé, on le parlait dans le cours sur l'hémodynamique cérébrale, va activer le système nerveux autonome, avec notamment le système sympathique. Le but étant, quand on a une HTIC aiguë, de maintenir la pression de perfusion cérébrale. Donc, vous allez avoir des patients qui vont avoir des hypertensions artérielles très sévères, le syndrome de Cushing, on en parlait les dernières fois. Et cette hypertension artérielle très sévère, elle va évidemment, et souvent associée à une augmentation du débit cardiaque, elle va entraîner une augmentation de la perfusion rénale, avec des patients qui vont se mettre à pisser beaucoup d'eau et de sel. Okay, donc, ils vont être hypovolémiques du fait du dépassement des seuils d'autorégulation rénaux. Autre chose, souvent, un patient agressé du cerveau, pour peu qu'il soit atteint d'autre chose, un polytraumatisé qui a un crâne grave, un fémur, bon, on va leur apporter beaucoup d'eau et de sel, hein. Les réanimateurs, ils sont très bons pour ça, pour remplir les malades. Et ben, tout cette eau et ce sel qu'on donne aux patients, il y a un moment, il va falloir qu'ils les pissent. Donc, on va pouvoir aussi observer des polyuries adaptées à la quantité d'eau et de sel qu'on leur a apporté. Voici Alors, il me semble que ça, c'est extrait du Guyton ou de ce papier. En gros, est-ce que c'est un cerebral salt wasting syndrome ou est-ce que c'est finalement un renal salt wasting syndrome? Donc, en gros, quand vous allez avoir une augmentation de la pression artérielle moyenne, et il n'est pas rare qu'on ait plus de 100, 150 de pression artérielle moyenne lorsque nos patients neurolésés arrivent, en particulier à phase initiale, eh bien, cette courbe d'autorégulation qui vous met en relation donc la pression et le débit sanguin rénal d'un côté et le débit de filtration glomérulaire de l'autre, ben, vous voyez que au-delà d'un certain seuil, le patient va pisser plus. Le débit sanguin rénal est augmenté et le patient va pisser plus. Donc, il est très probable qu'une partie des patients qui présentent
de l'hyponatrémie associée à une hyponatrémie vraie, hypoosmolaire, à osmolarité urinaire inadaptée, parce qu'il pisse de l'eau et du sel, hein, et à volémie basse, soit liée au dépassement des seuils d'autorégulation rénaux. Donc, c'est un mécanisme causal qui est cette augmentation de perfusion rénale et une conséquence qui est de l'hypovolémie avec une hyponatrémie par une production finalement adaptée d'ADH. Cette production d'ADH, elle est adaptée à la volémie du malade qui est diminuée. Et ben là, le traitement, c'est comme d'habitude symptomatique. On va apporter de l'eau et du sel pour rétablir une volémie normale, ce qui va faire d'ailleurs que la production d'ADH devrait diminuer. Et puis étiologique, s'il y a de l'HTIC, il va falloir avant et surtout qu'on baisse cet HTIC. OK. Alors, comment faire vraiment la différence entre les deux? Parce que vous savez que évaluer la volémie chez nos patients en réanimation est quand même un problème éternel et que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a vraiment la réponse à le patient est-il hypovolémique ou non. On peut utiliser le dosage de l'acide urique qui nous informera sur le fait que ce soit plutôt un renal salt wasting ou un SIADH sur son dosage plasmatique après correction. Voilà. Je vous présente ici un JAMA de 2018 sur le cerebral salt ou renal salt wasting, ou chez nos patients qui ont cette entité de perte d'eau et de sel inadaptée liée à une agression cérébrale. Quand ils s'en sortaient pas, ils administraient de la fludrocortisone. Alors ça marche, hein. Ça corrige donc la fludrocortisone. Vous savez que c'est celui qui a l'effet minéralo-corticoïde le plus marqué. Donc on va réabsorber du sodium. Donc ça fait monter l'anatrémie, il n'y a pas de doute. Le problème, bon, déjà ça ne modifiait pas l'outcome. Pronostic neurologique, mortalité, ça ne la modifiait pas. Deux, je crois que c'est une diapo d'après. Voilà, ça entraînait plus d'hypocalémie, forcément, on réabsorbe du sodium mais on pisse du potassium. Il y avait plus de patients hypertendus qui nécessitaient des modifications thérapeutiques et un peu d'OAP. Bon, donc pas sûr qu'il faille faire de la fludrocortisone. Et on va presque terminer en parlant d'osmothérapie. Comment ça marche, l'osmothérapie? Et pourquoi on en fait? Ça augmente l'osmolarité plasmatique, il va créer un appel d'eau par gradient de pression osmotique Oui. et entraîner une déshydratation intracellulaire au niveau cérébral et donc Ouais. baisser le volume sanguin. Enfin, Ouais. le volume sanguin. Ouais, c'est tout à fait l'idée. Et alors, l'effet sur les tissus, pourquoi ça ferait plus perdre de l'eau au niveau du cerveau qu'au niveau des tissus périphériques? Au niveau des vaisseaux périphériques, probablement qu'une partie des osmoles qu'on apporte, que ce soit le chlorure de sodium ou des sucres comme le mannitol, vont passer dans le tissu interstitiel parce que le coefficient de réflexion osmotique il est beaucoup plus bas, alors qu'au niveau du cerveau sain, ce coefficient de réflexion osmotique, là pour le mannitol par exemple, il est proche de 1. Donc c'est ça, on crée artificiellement un gradient osmotique entre le plasma et l'interstitium, donc les neurones. On va faire sortir de la flotte des neurones, baisser le volume et gérer temporairement notre pression intracrânienne qui va baisser, qui va augmenter notre pression de perfusion cérébrale, on est content. Le problème, c'est que ce mécanisme, il est épuisable, puisque de la même façon que quand vous avez des gradients osmotiques, le neurone va mettre en place des mécanismes adaptatifs, là, de la même façon, le cerveau va pouvoir aussi exprimer, des aquaporines, deux, faire sortir des électrolytes, euh, pour qu'on rétablisse l'équilibre de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Les effets ne sont pas que sur des variations de volume. Il se trouve que, alors, par le biais de l'augmentation de la quantité de flotte au niveau intravasculaire, vous allez diluer vos globules rouges qui seraient probablement un peu plus déformables, une baisse de l'hématocrite, hein. Vous allez augmenter la volémie, temporairement, du moins, si on s'intéresse au mannitol, puisque pourquoi je dis temporairement avec le mannitol? Parce qu'on va le pisser.
Alors, c'est un sucre qui n'est pas métabolisable, hein, contrairement au lactate, pour faire écho au cours de la semaine dernière. Mais on va le pisser, et on va le pisser, et quand on le pisse, bah, ça va attirer de la flotte. Donc là, pour le coup, on va entraîner de la déshydratation. Il se trouve que ça diminue un peu la production de LCR, le mannitol, tout comme le sérum salé hypertonique. Euh, et je vous parlerai d'autres effets sur la microcirculation un peu après. Alors ça, c'est vrai sur un cerveau qui est sain, hein, avec un endothélium vasculaire qui est sain. Mais quand on a un cerveau qui est lésé, vous avez ici, bon, la scanographie qui est un peu dégueulasse, la résolution est dégueu, mais en tout cas, vous voyez de belles contusions bifrontales qu'on voit régulièrement chez nos traumatisés crâniens. Ben, dans toutes ces zones de contusion-là, vous avez des vaisseaux qui sont altérés. Et vous, votre objectif qui est de faire perdre du volume à votre cerveau, ben, va dans les zones qui sont lésées avoir l'effet parfaitement inverse, puisque le mannitol ou le sérum salé hypertonique va passer au travers de l'endothélium vasculaire, va se mettre au niveau de l'interstitium et va jouer son rôle d'augmentation de pression osmotique une fois que la pression osmotique plasmatique aura baissé, en attirant de la flotte dans ces zones-là, qui sont pile les zones où vous n'avez pas envie d'avoir de la flotte. Ce que je veux dire par là, c'est que l'osmothérapie, c'est un traitement de l'urgence pour gagner du temps. Ça n'est pas un traitement chronique. J'aurai une diapo là-dessus derrière. C'est pas un traitement qu'on va administrer en continu pour baisser de l'œdème cérébral sur plusieurs jours chez nos patients qui ont de l'HTIC. C'est le traitement en urgence dans le camion du SAMU, à l'arrivée au déchocage, face à un patient qui a une suspicion ou une confirmation d'HTIC, le temps d'avoir l'imagerie, de savoir quelle est la bonne thérapeutique à faire. L'objectif étant d'amener le patient à une chirurgie typiquement qui, elle, nous fera vraiment baisser du volume cérébral. Bon, le souci, c'est que, comme souvent en médecine et en particulier en neuroréanimation, heu, tout ça n'est pas basé sur un niveau de preuve, extrêmement puissant. Là, c'est un JAMA d'il y a un bout de temps maintenant, qui administrait, de l'osmothérapie. Soit c'était du sérum salé hypertonique, soit c'était sérum salé hypertonique et du dextran, soit c'était du sérum salé isotonique à des patients traumatisés crâniens graves en extra-hospitalier. Et regardez le GOS à 6 mois. Bon, bah, il n'y a pas de différence sur l'outcome neurologique. Après, bon, c'est un paramètre administré en préhospitalier. Est-ce que le critère de jugement le plus pertinent, c'est le devenir neurologique à 6 mois? Je ne sais pas. C'est en tout cas un critère dur, ça, c'est indéniable. Quoi qu'il en soit, c'est pas le jour et la nuit. Il n'en reste pas moins aujourd'hui assassin que de ne pas faire d'osmothérapie à un patient traumatisé crânien grave, qui plus est s'il est anisocorde, en préhospitalier, avant de savoir ce qu'il y a dans la tête, quoi. D'ailleurs, les sociétés savantes recommandent, même si je ne suis pas un fan des recommandations, bon, en tout cas, la BTF et la Société européenne recommandent d'administrer une osmothérapie. Alors, quelle osmothérapie administrer aux patients? Des sérums salés hypertoniques, du mannitol. Là, la question reste en suspens. Il y a des arguments in vitro qui sont plutôt assez sexy sur l'utilisation du sérum salé hypertonique. Il semble que la durée du contrôle de la pression intracrânienne soit un peu plus long avec le sérum salé hypertonique. Vous avez, alors ici c'est quoi? C'est la mortalité. Une méta-analyse qui évalue sérum salé hypertonique versus mannitol chez les traumatisés crâniens. Bon, vous voyez que le forest plot, il est plutôt en faveur du sérum salé hypertonique, mais ça coupe 1, donc c'est NS. Ça, c'est la charge d'HTIC, la durée d'HTIC chez les patients qui reçoivent une osmothérapie, qui est sensiblement plus faible lorsqu'on fait du sérum salé hypertonique que du mannitol. C'était ce que je vous disais sur la durée de contrôle de l'HTIC. Et ici, c'est des effets sur la microcirculation qui sont avec une atteinte microcirculatoire moins marquée lorsqu'on fait du sérum salé hypertonique que lorsqu'on fait du mannitol. Bon. Maintenant, chacun des deux a des effets indésirables. Si on commence par les effets indésirables du sérum salé hypertonique, il faut le fabriquer. On apporte une charge chlorée importante.
ce qui va induire de l'acidose, et on sait que l'acidose chez un patient qui a le cerveau qui est agressé, ça, c'est pas bon. Il y aurait peut-être une petite action anticoagulante qui est également présente avec du mannitol. Alors, l'effet rebond, il est présent aussi ici, peut-être moins marqué, mais c'est votre mannitol qui se met dans les zones où la barrière est lésée et qui va attirer de la flotte. Il entraîne une duresse osmotique, donc de l'hypovolémie. Typiquement, le patient polytraumatisé qui a un fémur ouvert qui saigne activement et qui a un crâne grave, le mannitol, il va, si vous anticipez pas le remplissage vasculaire, lui faire baisser sa volémie. Donc, il est quand même plus logique de faire du sérum salé hypertonique qui va pas entraîner cette durée osmotique. Mais c'est très facile, c'est un pochon, c'est tout prêt, c'est plug and play. Bon. Et puis ça marche, hein. Alors, je ne vous ai pas parlé des effets sur l'excytotoxicité qui sembleraient plus marqués avec le SSH, d'action anti-apoptotique, un peu moins de neuroinflammation. Donc, ça, c'est très joli in vitro. Quand on compare les deux, vous avez vu cette méta-analyse, finalement, il n'y a pas de grosse différence, ce qui explique que les sociétés savantes ne recommandent pas plus une osmolarité, une, une osmothérapie qu'une autre. Euh, Ils disent qu'il faut administrer une charge en osmol de 250 milliosmoles. Alors ça, je vous l'avais évoqué la dernière fois, mais c'est quand même très intéressant. C'était dans le cours sur le lactate. C'est le fait d'administrer du lactate de sodium hypertonique à nos patients traumatisés crâniens. Je vous avais dit qu'avec la microdialyse, on savait que le cerveau agressé était capable d'utiliser le lactate. Donc à la fois, si on a besoin de faire une osmothérapie, le rôle d'osmothérapie, à la fois, on apporte à un moment où le cerveau est en pleine souffrance, un substrat énergétique que le cerveau serait capable de métaboliser. Bon, la belle étude bien faite qui permet de comparer des choses qui sont comparables n'est pas encore là aujourd'hui, mais ça va arriver. Euh, Et je voudrais finir avec ce papier français de 2021 qui comparait l'administration continue de sérum salé hypertonique versus le standard of care sur l'outcome neurologique. En gros, est-ce que maintenir une osmolarité plasmatique élevée à un patient traumatisé crânien permet d'avoir un meilleur outcome? Avec comme arrière-pensée que si on augmente l'osmolarité, on va faire baisser le volume cérébral, on va donc avoir un meilleur contrôle de l'HTIC, ce qui pourra avoir un meilleur devenir neurologique. Vous voyez la succession d'hypothèses. Bon, CNS, et probablement que CNS parce que euh, le cerveau, quand on lui laisse du temps, c'était une des premières diapos que je vous ai montré avec les rats à qui on faisait monter l'osmolarité plasmatique, il met en jeu les mécanismes adaptatifs en créant des osmolytes. Et donc, au final, l'équilibre osmotique, il va se faire qu'on maintienne une osmolarité plasmatique élevée ou non. Donc, en pratique, on administre en situation aiguë, on ne le donne pas de façon chronique. Vous pouvez faire SSH ou mannitol. Nous, on a plutôt une propension pour faire du sérum salé hypertonique, surtout lorsque le classique, c'est en préhospitalier, ils ont branché un pochon de mannitol. Le patient reste avec des Dopplers très pathologiques quand il arrive sur l'art de déchocage. Là, il est plus logique d'administrer du SSH quand il est au déchoc, le temps d'aller au scan et de voir ce qu'on peut évacuer. Pardon? Alors, c'est possible. En tout cas, la remarque est intéressante. Le SSH fonctionnant par une augmentation de ton osmolarité parce que tu pars d'une natrémie que tu imagines à un certain niveau, si quand le patient arrive et qu'il a reçu du SSH, sa natrémie est déjà élevée, l'effet d'une dose de SSH sera beaucoup plus faible puisque tu ne vas pas pouvoir faire monter sa natrémie au-delà de ce que le SSH permet de faire. Donc, effectivement, tu peux à ce moment-là jouer sur un autre mécanisme en jouant sur une autre macromolécule. Absolument. Voilà, ça c'est l'IRCO, de la BTF et de la SFAR qui nous disent faites de l'osmothérapie. Et comment le faire? Et voilà, pour faire 300 milliosmoles, c'est 9 grammes de sel sur 15 minutes. Pour faire 250 milliosmoles, c'est 250 millilitres de mannitol à 20%. Il y a des pochons de 250 millilitres qui existent. Si vous bossez en préhospitalier, faites gaffe, souvent c'est du 500 ml. Et le classique, c'est que le pochon entier passe, hein. Il est préférable de titrer 250 par 250.
Et voici une étude dont les résultats ne sont pas sortis, qui compare SSH et mannitol sur les patients qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux qui ont une HTIC avant la suite. Et on finit avec ça, c'est les épurations extra-rénales et cerveau, et le syndrome de déséquilibre de la dialyse. Est-ce que vous avez déjà... pourquoi est-ce que ce serait un sujet, épuration extra-rénale et cerveau? De quoi? Ouais. Notamment l'urée. Et notamment de l'urée. Voilà, c'est tout l'idée. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup ça. En gros, c'était décrit en particulier chez l'enfant, où lorsque on faisait baisser l'urémie rapidement, les patients présentaient de l'œdème cérébral jusqu'à parfois décéder d'œdème cérébral. Et donc, c'est le reverse urea effect. C'est quoi? C'est le fait que vous avez un patient qui a un insuffisance rénale chronique qui a du coup un équilibre de son urée au niveau du cerveau, du vaisseau, et vous allez brutalement faire baisser l'urée plasmatique. Donc, vous allez brutalement baisser l'osmolarité plasmatique, puisque Na plus K fois 2 plus urée plus glucose. Et là, cette fois-ci, comme la variation d'urée est brutale, eh bien, l'équilibre n'a pas le temps de se faire. Il y a donc un shift d'eau qui va se faire du moins concentré vers le plus concentré, et donc de l'eau qui va sortir du vaisseau et aller au niveau du cerveau, pouvant entraîner ces tableaux d'HTIC. Alors, comment faire pour s'en prémunir? On peut faire des séances plus courtes quand on fait de l'hémodialyse intermittente, faire des séances peu efficaces, des débits de sang qui sont faibles et des débits de dialyse qui sont faibles. Donc, vous voyez, ça, c'est des paramètres d'hémodialyse intermittente que je vous décris. Du coup, il va probablement falloir répéter les séances. Et puis, un truc qu'il faut faire en hémodialyse intermittente, c'est, du moins en début de séance, c'est vrai tant pour le reverse urea effect que pour la tolérance hémodynamique, c'est monter le bain de dialyse avec une concentration en sodium, une conductance qui est élevée. Donc, on se base sur la natrémie du patient et va plutôt que de se mettre à plus 5, c'est plutôt à plus 10 de sodium. Et en fin de séance de dialyse, modifier ce paramètre. Ne pas laisser à plus 10 jusqu'à la fin, mais probablement baisser à plus 5 en fin de séance pour trouver une natrémie qui soit pas trop élevée. Ça fait que vous allez quelque part compenser l'urée que vous éliminez par du sodium que vous apportez en plus grande quantité. OK? Et puis, et ça c'est ce qu'on fait dans le service, hein, on va faire des techniques continues. Hein. On va faire des techniques continues qui sont moins efficaces. Sur 4 heures d'hémodialyse intermittente, vous aurez l'équivalent de ce que vous faites en plus de 24 heures d'hémofiltration. Mais le fait que ce soit moins efficace, ça fait des variations d'urée, du coup, qui sont plus faibles. Et ça fait aussi que vous allez avoir un contrôle, on le sait, hein, hémodialyse intermittente versus hémofiltration, il n'y a pas de différence sur l'outcome des malades. Ce qu'on sait, c'est que le patient sévèrement choqué va mieux tolérer de l'hémofiltration continue que de l'hémodialyse intermittente. Bon, les autres effets ne sont pas que liés à cette baisse d'osmolarité, mais aussi aux variations de l'équilibre acido-basique. Le patient était acide, on va le rendre alcalin, donc attention au phénomène de vasoconstriction. Hein. S'il était acide, que du coup vous l'hyperventiliez, va falloir faire gaffe à ne pas le rendre alcalin avec votre épuration extra-rénale. Il y a aussi les variations de pression artérielle, souvent de l'hypotension qui va, pendant la phase d'épuration extra-rénale, baisser la pression de perfusion cérébrale. Donc il va falloir faire attention à tout un tas de paramètres qui vont jouer sur le cerveau. Hein. Voilà pour ce qui est de l'osmorégulation cérébrale. L'équilibre osmotique, vous savez qu'il est finement régulé. Le cerveau ne se comporte pas comme les vaisseaux périphériques, mais attention au cerveau agressé qui a une unité neurovasculaire qui est abîmée. L'osmothérapie, c'est en aigu, pas en continu. Et puis, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Comment faire? On fait des corticoïdes? Eh ben, pour une tumeur, tu vas typiquement jouer sur l'œdème vasogénique, dont on sait que l'œdème péritumoral répond assez bien aux corticoïdes. Donc ça, c'est un bon truc. Puis surtout, tu vas aller à la chirurgie. Hein. Je veux dire, si tu as une HTC sur une tumeur et qu'il faut y aller, c'est la chirurgie qui va... Voilà. Mais en aigu, tu peux faire des bolus de cortico. Sur les granulomatoses, probablement que ça doit aussi jouer. C'est pas la situation la plus fréquente, hein, l'HTIC sur les granulomatoses. Sur des causes infectieuses, c'est le traitement de la cause, la corticothérapie de la même façon. Parfois, quand il y a un abcès, voilà. En fait, c'est surtout les corticoïdes sur les causes infectieuses.
Parfois, tu as des empièmes cérébraux ou des empièmes sous-duraux qui peuvent générer beaucoup d'inflammation cérébrale ou des abcès qui ont un œdème périlésionnel hyper important. Et ben, la corticothérapie, elle est utile dans ces circonstances-là. Maintenant, pour passer un cap et en single shot, le patient est anisocorde, ben, tu vas lui faire de l'osmothérapie, quoi. Même si tu sais que c'est toujours une balance. Évidemment, si tu as une chirurgie derrière, ben, ce sera bon, tu auras la marge. Si tu n'as pas de chirurgie, il faut être prêt à l'effet rebond. Il ne faut pas te dire, bah, c'est la solution miracle. Et puis, bah, sur la garde, ça va passer. Puis le collègue, le lendemain, lui, va se taper l'œdème lié à l'effet rebond, quoi. Hmm. C'est ça, tu augmentes l'osmolarité, il attire de la flotte et il la fait pisser. Des gélules de sel, le sel, il va aller dans l'interstitium. Il va pas forcément le pisser. Bah, l'urée, il va diffuser un peu. Si, au bout d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas un traitement que tu vas pouvoir faire pendant des jours et des jours. C'est une cure, mais après, tu as un équilibre qui va se faire. Mais au moment où tu vas administrer l'urée, ben, il va le pisser, il va pisser de la flotte et ça va faire baisser ta natrémie. C'est moins le cas avec le sel. Et ça, c'est un message important. euh, L'hyponatrémie, la natrémie ne reflète pas le stock sodé, hein. Donc, si on apporte du sel, c'est pas parce que le patient a une carence en sodium, hein. Oui, ça je sais, mais c'était juste pourquoi Oui, riz, ça je marchait. comprends. Je comprends. Donc, Je pense que quand tu apportes du sel, il va plus aller dans l'interstitium qu'aller ailleurs. Temporairement, il va être dans le plasma, mais comme il y a 80% du sel que tu donnes qui va aller dans le tissu périphérique, je pense que l'effet sera faible par rapport à la surcharge sodée que tu vas induire. Mais c'est dégueulasse, l'urée, hein. D'autres- Ah oui, alors voilà, absolument. C'est tout à fait ça. Face à une hyponatrémie symptomatique, j'ai dit, bah, faut le traiter en aigu. C'est quoi? Bah, c'est du sérum salé hypertonique, hein. À ce moment-là, tu vas faire du sérum salé hypertonique. Euh, euh, mais c'est une grosse charge en sel. il y a Oui, mais c'est très concentré il est hypertonique, hein, c'est très concentré en sel. Et ça va. Donc, en fait, ça a un effet, hein, mais un effet qui est pas qui est pas hyper. clair. Qui est juste pour passer le cap du symptomatique vers l'asymptomatique. Et après, tu vas entretenir le truc avec la restriction éthérique, l'urée s'il faut. Ouais, alors pour le mannitol, je crois que c'est un peu la même chose que l'effet anticoagulant des colloïdes. Tu sais, à l'époque, quand on faisait des colloïdes, c'est pas le plasmure auquel je pense, mais le Voluven, merci, tu vois, si j'ai oublié son nom, c'est bon signe. Il y avait un effet anticoagulant dont je ne me rappelle plus, pour être très honnête, du mécanisme. Donc pour le mannitol, je pense que c'est la même chose. Pour les SSH, j'en ai aucune idée. D'autres questions? Donc la semaine prochaine, voilà, il y a un peu de référence ici. La semaine prochaine, on finira le cours sur O2, CO2. Alors oui, YouTube. une bonne question. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Et je te partage le lien.